commencer donc sur notre thème les écrans, les jeunes et leurs images, avec donc Thierry Delcourt, qui est pédopsychiatre, pédopsychiatre à Reims. Donc Thierry Delcourt vient de France. Merci beaucoup à vous. Président du collectif francophone de pédopsychiatrie, qui est un organisme multiculturel au sein d'Alphapsy International. Auteur d'essais en pédopsychiatrie et sur la créativité et le processus de création, dont Je ne sais plus qui je suis, chez Max Milo, édité en 2025, et La capacité créative, chez RS, publié en 2024. Ils sont normalement sur le stand de notre librairie. Merci beaucoup, Dr Delcourt, pour votre présence. Merci d'avoir invité une deuxième fois, parce que j'étais déjà là l'année dernière. J'ai vraiment un grand plaisir de venir. Et après ces témoignages qui sont très lourds, hein, voilà, je vais essayer d'ouvrir un petit peu toutes les dimensions autour de cette question des écrans. Alors, bien sûr, de quel écran on parle. Quand j'étais là au début, je voyais beaucoup de gens sur nos écrans. Enfin, chacun de nous, beaucoup de temps sur nos écrans, mais pourquoi, à quel contenu et qu'est-ce qu'on fait, à la fois le travail, à la fois le reste, bien sûr, et l'argument des défenseurs, finalement, du tout écran, nous disent, mais voilà, il faut vivre avec son temps. Sauf que, vivre avec son temps, ça peut donner ces résultats qu'on vient d'entendre tout à l'heure, dramatiques. Et d'autant plus dramatique s'il y a un isolement social, et on le voit, l'isolement, il se crée très rapidement. Le premier isolement, c'est la chambre. La chambre où il y a tout. Il y a les écrans, il y a l'univers comme ça, et les parents sont en général très respectueux de cet espace-là et ne viennent pas pénétrer. Et finalement, qui vient pénétrer dans cette chambre? Ce sont ces pervers, ce sont d'autres. C'est-à-dire, imaginez, vous ne laisseriez pas entrer n'importe qui, monsieur pervers dans la chambre de votre enfant. Sauf qu'ils y rentrent par le biais, effectivement, des réseaux et des plateformes. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et c'est d'autant plus un gros problème qu'en ce moment, voilà, on est confronté à de nouvelles formes pas forcément de nouvelles formes de pathologie psychiatrique, mais en tout cas de nouvelles expressions qui sont très problématiques, difficiles à soigner. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment des troubles des adolescents. Alors, ça ne se réduit pas à la question des écrans. Hein. Tout ce que je vais dire aujourd'hui ne peut pas dire que les écrans sont responsables d'eux. Hein. Mais en tout cas, ils participent. Ils participent. Ils sont parfois à l'origine, et en tout cas, ils ont une fâcheuse tendance à aggraver justement par le fait de l'intimité, du contact avec son propre. Pour moi, et ce dont je m'occupe justement dans ce collectif francophone de pédopsychiatrie, puisque voilà, que ce soit au Sénégal, au Maroc, au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, le problème est le même. Et quand on parle avec les Sénégalais, le problème est le même par rapport aux jeunes Sénégalais. C'est vraiment un phénomène mondial. Et pourquoi c'est un phénomène mondial? C'est parce que c'est aussi des géants numériques qui sont des géants mondiaux qui ont été utilisés, et on ne peut pas leur reprocher de faire du fric. Hein. Et pour faire du fric, il faut transformer les enfants, et nous-mêmes d'ailleurs, en consommateurs, en produits. Souvenez-vous de ce qu'avait dit en France un grand patron de chaîne: je vends du cerveau disponible à Coca-Cola. C'est-à-dire que dans le divertissement, il y a cette dimension-là qui fait qu'effectivement, on va s'offrir finalement à un marché. Et donc, on est non seulement consommateur, mais on est produit aussi. En soi, la santé mentale et physique des enfants, c'est leur permettre de construire une singularité. Cette singularité, elle est très importante. Et d'accéder à une autonomie de pensée et d'action pour grandir libre. Alors, ils vous répondront, oui, on est libre d'aller où on veut, comme ça. Mais non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est la capacité d'une autonomie de penser, d'agir et une capacité critique.
quel que soit l'âge, l'abus des pratiques numériques perturbe la construction psychique et plus c'est jeune, plus le dommage est important. Souvenez-vous de ce qu'on a évoqué par rapport aux 1000 premiers jours, je vais y revenir tout à l'heure. Il faut aussi différencier l'impact selon les contenus, le choix des algorithmes dont on parle beaucoup en ce moment, la viralité des messages et l'emprise sur la pensée et sur les actes, comme vous l'avez formidablement témoigné. Alors, drôle de titre, effectivement, Narcisse et Alice. Bon, je ne peux pas m'empêcher de renvoyer à ça. Narcisse, c'est la fascination pour un idéal virtuel, jusqu'à se perdre dans un reflet qui est factice, c'est-à-dire il échappe toujours. Et c'est une forme de dépossession, de déstructuration de l'image de soi et de la relation. Alice, c'est celle, vous savez, de Lewis Carroll, qui est aspirée dans un monde virtuel jusqu'à devenir prisonnière sans nom. Et là, par rapport aux écrans, on n'est pas dans la rêverie créative par Lewis Carroll. On est très souvent dans une forme de déréalisation, dont parlent souvent les jeunes, dans un univers virtuel préfabriqué qui va induire un état de conscience modifié et allant parfois jusqu'au délire. Je donnerai tout à l'heure un cas de cette situation. Victime, alors ça peut-être surprenant par la victime, mais tu crois être sujet alors que tous les produits manipulés, comme je vous disais tout à l'heure. Et la dépendance est cyniquement conçue. Vous connaissez la captologie, peut-être certains. La captologie, c'est embaucher des psychologues, non pas pour se mais pour trouver tout ce qui peut permettre à un moment donné de rendre captif sur un écran, que ce soit le calcul du temps de scroll, etc. Comme ça s'est fait dans l'organisation scientifique du travail, on a embauché des psychologues pour justement faire en sorte que le travailleur soit productif possible. Et bien, cette captologie, il y a des références sur Internet, des fers de lance, je ne vais pas le citer aujourd'hui, mais cette captologie a cette fonction-là, finalement, de rendre le plus captif et le plus addictif possible. C'est un combat entre l'imaginaire de l'enfant et donc l'imaginaire des adultes que nous sommes, et une forme d'invasion virtuelle. J'utiliserai beaucoup cette notion d'invasion, parce que je pense que je ne l'ai pas vécu, mais j'avais vécu à un moment donné nos nations quand ils ont été occupés de l'époque hitlérienne, toute comparaison gardée, bien sûr, c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit renoncer à quelque chose de sa singularité, de sa possibilité de penser, de s'exprimer, parce qu'il y a effectivement cette dimension de la nation. Et le problème, c'est que, parlons des enfants et des adolescents, mais que les parents sont eux-mêmes en situation de dépendance et de fascination. Pourquoi on parlait du temps d'écran des jeunes, faisons le calcul du temps d'écran des parents. Et combien de fois des enfants viennent me voir en consultation? Qu'est-ce que tu parles avec tes parents? Je ne peux pas parler, ils sont toujours sur l'ordre. C'est aussi cette réponse, c'est cette réalité. Eux-mêmes fascinés, eux-mêmes captés aussi dans cette réalité. L'imaginaire de l'enfant et sa ressource créative pour sa capacité d'exister, tandis que le virtuel préfabriqué ne peut pas, est un occupant tenace qui paralyse la créativité. Notre lutte pour la prévention invise à valoriser et à restaurer l'imaginaire créatif. Je merci à tout professeur d'avoir dit ce qui se passe nous en France. Je fais partie de la commission d'enquête passant à l'excellence pour essayer de faire changer les choses et dresser un petit peu cette plateforme un peu perverse TikTok. Mais on se bat contre des si j'ose dire. On a quand même obtenu des résultats aussi, ça va marcher. Alors, je vais revenir très rapidement, parce que je doute bien que sur cette construction de l'imaginaire qui se fait selon différentes strates indissociables. Et c'est pour ça que j'insiste, parce que ces 1000 premiers jours, on en parle comme ça de façon banale. Et dans la salle d'attente, les enfants d'1 an et demi, 2 ans, pour qu'ils soient sages, sont sur l'écran. C'est-à-dire le premier réflexe des parents, c'est de donner l'écran pour qu'ils soient sages. Et à la maison, c'est pareil, pour qu'ils soient sages. Ou alors, on regarde avec
ses grands frères et grandes sœurs, et on parle du culte. Et donc, j'insiste surtout, j'appelle, dans mes recherches sur la matrice très représentative. C'est-à-dire que notre singularité, elle est liée à ses premières sensations, ses premiers émois. C'est-à-dire tout ce qui s'inscrit, qui n'est pas forcément dissible, les odeurs, les goûts, toutes les sensations, et y compris les sensations qui peuvent être traumatiques, et tout ça s'inscrit dans une espèce de noyau dur de la personnalité. Le noyau dur, il est celui, par exemple, voilà, on a un coup de foudre, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais je ne veux pas un coup de foudre pour cette personne-là, sauf qu'il y a une référence de cette matrice très représentative qui va amener à rentrer dans la relation. Et c'est sur ce noyau dur que s'élaborent les représentations psychiques, celles qui nous sont accessibles, qui permettent d'imaginer, de rêver, de fantasmer, de créer, donc de ne pas subir la vie et d'agir librement, en gros guillemets, sur sa destinée. J'adore ce propos d'Albert Camus qui dit « créer, c'est donner forme à son destin ». C'est aussi se donner forme, c'est vraiment cette dimension-là. Et donc, notre rôle, parents, éducateurs et psy, c'est nourrir, développer cet imaginaire singulier par l'expérience concrète de la vie. Alors, l'élaboration aussi d'une identité singulière et consistante. Vous parliez tout à l'heure de mon livre, je ne sais plus qui je suis, qui est une grande actualité, puisque c'est des propos que j'entends régulièrement maintenant, c'est-à-dire je ne sais plus, je ne sais pas, voilà. Et il y aura toujours quelqu'un sur un réseau social qui dit tu sais ce que tu es. Peut-être que tu es né dans le décor, tu fais pas faire ta transidentité. Peut-être tu es ceci. Les premiers ingrédients nécessaires de l'identité, c'est la proprioception, c'est-à-dire la compréhension, la sensation des émotions et du ressenti corporel. L'appréhension, parce que c'est cette dimension, l'appréhension du sensorimoteur ou psychomoteur, et la construction d'images de corps. Avec, je passe rapidement, le stade du miroir, vous savez, stade du miroir, vous avez certainement entendu parler, et qui permet de se différencier et d'avoir à partir de là une prise sur les autres et une prise sur le monde. Et puis, toute l'expérimentation concrète depuis l'IDQ, faire des Lego, etc., à partir de ces piliers qui sont fondateurs. Et ça, c'est la créativité qui déploie nos capacités d'existence. Que peut-on attendre d'une identité et d'un imaginaire bien construit? Ça permet la singularité, l'affirmation. On parle pas vraiment de l'affirmation égotiste, mais l'affirmation. La consistance. Avoir une consistance, c'est quand même pas. L'appropriation. La socialisation, donc ça permet l'accès à la liberté, l'aptitude à la relation sociale pour affronter les crises. Je passe rapidement sur l'expérience existentielle. On vous parlait. Comment vivre, par exemple, avec cette différence? La défendre, capable de se situer affectivement, socialement, de rencontrer l'autre, de décrypter, de faire avec le monde et ses écueils, de développer sa capacité de jugement critique. Donc aussi sa citoyenneté, mais pas une citoyenneté qui est bête, mais dans un rapport social élaboré de sujet à sujet. L'autre dimension qui est importante, et qu'on va retrouver dans cette question, notamment des jeux vidéo, c'est la construction du désir, qui passe par la transformation du pulsionnel en motion désirante. Il s'agit de se confronter à l'expérience de la frustration, des limites posées, et de pouvoir abandonner sa puissance. Il s'agit de prendre en compte la réalité de l'autre dans son altérité de sujet à respecter. Et si cet autre est objet de désir, il n'en reste pas moins sujet auquel doit se soumettre le désir. L'accès à une présence réelle et incarnée, c'est cette consistance dont je vous parlais tout à l'heure. D'être consistance du corps, de la pensée, de l'expression de la liberté et de la protection contre l'emprise, notamment
de ces écrans. Et c'est la capacité créative dont je parle beaucoup, qui est l'opérateur clé du processus d'appropriation de l'identité et du monde imaginaire. L'enfant transforme la situation nouvelle qui s'impose en expérience de vie. Tout ce qu'il acquiert depuis sa naissance l'est grâce à sa capacité créative, l'importance de la développer, de l'enrichir par une mise en situation concrète, réelle, et non pas virtuelle. Voilà ce qui fait notre humanité grâce à l'intériorisation et à l'appropriation. Il faut la pensée, l'effort, l'aventure, le rêve, l'invention, et à la fois un ancrage dans la réalité. Alors, quels sont les effets de l'impact des contenus numériques et de l'immersion virtuelle? Ça va de la curiosité plus ou moins enrichissante qu'on a tous face aux écrans, à un envahissement neuropsychique et à la neutralisation de l'imaginaire singulier au profit d'un imaginaire contraint et cloné. Alors, notre habitude, c'est le 2.0, c'est-à-dire notre Internet social, culturel, le partage des savoirs, l'ouverture aux échanges. Et puis, il y a ce 3.0 avec l'apparition des algorithmes et l'emprise qu'ils peuvent générer, et avec le clonage psychique dans un modèle admin. Et puis maintenant, il y a 4.0, entre autres, l'immersion dynamique dans un virtuel précaré, induisant notamment cette déréalisation dont je parle, avec des états de conscience modifiés. L'être est alors captif et le risque d'addiction est majeur. Et puis ce 5.0 qui apparaît de plus en plus en ce moment, qui est l'abolition du réel dans un virtuel qui devient réel crédible. Produit par l'IA, c'est le Graal, c'est-à-dire une forme de métavers dont on parle beaucoup en ce moment, les jeunes parlent beaucoup de ce métavers factice, qui noie le sujet-objet dans une spirale vestigieuse dont il n'est pas sûr de revenir, tout au moins pas l'interne. Vous avez tous en tête ce film Matrix, qui finalement était une fiction, pourrait devenir une dystopie. Par différents effets, la gravité d'un impact sur l'image, moi j'insiste notamment sur cette question du 0,3 ans des 1000 premiers jours, parce que tout ce qui relève de la dématérialisation du virtuel et les premières actions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je ferai un peu de temps pour vous en parler, le statut de loi, la prise sur les autres et le monde, l'élaboration sensorimotrice, psycho-affective, cognitive et intellectuelle, je ne pas qu'on parle beaucoup en ce moment des TNT, il faut resituer ces TNT par rapport à cette dimension. TNT, trouble neurodéveloppement. Cela ne passe que par des actions concrètes. À cette époque-là, il n'y a que des actions concrètes. L'expérience du corps en situation, l'expression du désir avec la maîtrise des pulsions. 3-7 ans, l'enfant est une éponge avec le risque d'un effet choc, d'un effet traumatique, d'une régression, aussi à l'illusion de toute puissance avec la violence qui s'y associe, à l'emprise des pulsions violentes par invasion de l'image d'une façon générale. Cet amusement, on en parlait beaucoup, on avait cette idée, cette illusion peut-être que ça correspondait à une période de latence, entièrement vouée à la sublimation, portée vers les actes. Déjà, je pense qu'on s'illusionnait sur ce que sont vraiment les enfants, ça, la perception n'est pas si simple que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, tout ce qui relève de ces sublimations de pulsions violentes et sexuelles, c'est vraiment mis en question par cette hyperstimulation et par ces intrusions virtuelles provocatrices auxquelles sont soumis les enfants de cet âge. N'oublions pas que, par exemple, pour les jeux vidéo, des réflexions qui me sont faites régulièrement par les parents dont je dis, mais il n'y a pas là, sur Fortnite. Oui, mais tous ces copains, je ne vais quand même pas le diffuser. Voilà. Et à 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il est sur Fortnite. Ou d'autres jeux, ou GTA. Enfin, maintenant, et sur GTA, texte ultra peu. Et puis, il y a l'adolescence qui aura lieu si toutes ces étapes préalables. Vous savez que l'adolescence, ce n'est pas simplement une question d'âge. L'adolescence, c'est quelque chose qui se conquiert. Il y a des gens qui ne sont jamais adolescents. Ils sont toujours restés dans une illusion de puissance ou dans une incapacité d'authentifier leur liberté et d'avoir une consistance de leur identité.
Là encore, l'expérience de la relation concrète au monde est la vôtre cruciale. C'est pas pareil de rencontrer, c'est pas pareil de rencontrer, vous le savez, au témoignage, de rencontrer réellement les gens et de leur parler, de savoir à qui on a affaire, éventuellement de plaider, que d'être à travers un écran soumis à quelqu'un comme ça. Alors, je passe rapidement sur cette différence selon l'utilisation des écrans. Bien sûr, il y a le divertissement, celui auquel on est tous. On est dans une société qui est beaucoup plus maintenant tournée vers le divertissement que vers le culturel. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on peut pas, si on peut peut-être faire autrement grâce à nos professeurs, par exemple. Mais abuser de ce divertissement, c'est-à-dire abuser de l'écran à ce niveau-là, elle perd les capacités cognitives, le comportement, et la faculté et la volonté de penser et d'agir. Les réseaux sociaux, plutôt pour se mettre en scène d'ailleurs que pour communiquer, mais aussi pour se payer des modèles continus, pas pour trouver des informations enrichissantes en général. Ce centrage sur soi, ou ce qui pourrait être soi, se fait sur un mode négatif, ce que je ne suis pas, et se met en quête de ce que je suis, ou ce que je dois être, avec le risque d'emprise aliénante des modèles liés à la mécanique perverse des algorithmes. Conséquence, eh bien, ça déstabilise l'équilibre psychique et ça accroît son mal-être. Ça l'oblige à se référer à ces modèles, à s'auto-évaluer en permanence, donc à dramatiser aussi ses difficultés. C'est qu'on parle en ce moment de tous les enfants, tous les adolescents vont mal. C'est faux. Ce n'est pas tous les adolescents qui vont mal. Ceux qui vont mal vont encore plus mal qu'ils avaient avant. Et c'est compliqué à traiter. Mais les autres n'auront pas forcément mal. Par contre, effectivement, quand on est en permanence à s'auto-évaluer face à des modèles idéaux, à des influenceurs, etc., eh bien, on est vraiment prisonnier de quelque chose. Et TikTok, le pire des réseaux sociaux, agit, je crois, sur le mode du cyberharcèlement. On le voit, comment, à un moment donné, les algorithmes poussent nos jeunes patients dépressifs vers la tentative de suicide. Les jeux vidéo, l'utilisation inappropriée, et je parlais de cette question d'âge, mais aussi de durée d'immersion, est un fléau pour ces effets traumatiques et l'accumulation d'émotions, de motions émotionnelles, mais qui sont là, à l'intérieur, et qui s'expriment de façon explosive ou en continu par une agitation électrocognitive. Conséquence fréquente, l'effraction de la frontière fiction-réalité, le passage à l'acte, le comportement violent, la perte d'empathie, l'emprise d'une irréalité dans un univers de sensations, d'émotions, de jouissances où l'autre n'est qu'un objet à soumettre. L'influenceur, s'autoproclamer influenceur, d'ailleurs maintenant, les enfants, quand on leur demande réflexion, on en fait plus tard, c'est créateur de contenu ou influenceur. Se marchandiser pour renforcer le niveau, toutes les affirmations abusives et les tromperies, le complotisme, l'activisme et ses effets sur les jeunes en quête de réponse sur leur conformité pour se sentir exister. Et enfin, on va parler, je passe là-dessus, la question de la pornographie, toujours en excès, quoi qu'on en dise, est de plus en plus violent et humiliant pour l'objet. Cela induit une peur de la rencontre réelle, de ne pas être à la hauteur, ou inversement. Un comportement sexiste qui met en scène une gymnastique pornographique violente. S'y ajoute bien sûr la chasse de prédateurs pédocriminels présents et masqués sur les réseaux sociaux. Enfin, l'immersion virtuelle, jusqu'où ça va, je veux dire, un petit exemple très rapide. Julien, jeune que j'ai suivi, qui était bien inséré dans sa vie adolescente, mais geek, très bon geek, au point qu'il a obtenu un stage dans une boîte de conception de jeux vidéo. Et là, il est rentré en tant qu'il devait s'occuper de son avatar face à des seniors, et il est rentré dans un temps de persécution complètement absorbé par le jeu, c'est-à-dire il s'est fait avoir dans ce jeu-là, et il a commencé un délire de persécution terrible avec des dominants influents, et
qui étaient les seniors, justement. Il a dû s'isoler, il est rentré dans une bouffée délirante hallucinatoire, très impressionnante. Alors que rien ne laissait penser arriver à ça. Donc, on va de la simple perturbation à un trouble développemental de psychique. L'addiction induit un court-circuit dans l'élaboration du désir, comme les drogues. Le pulsionnel est hyperstimulé, les barrières morales sautent. Les TND, un petit mot là-dessus, plutôt ce qu'on devrait appeler les troubles neuropsychosociaux-développementaux. C'est-à-dire que quels sont les liens entre le TNPSD et l'utilisation des éléments? Ça dépend de tous les facteurs en jeu, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'âge, des contenus, la durée d'exposition. Les troubles cognitifs sont liés à l'envahissement psychique des cours numériques, à la perte du contact avec la réalité, de l'expérience concrète et de l'effort. L'agitation et le trouble du comportement dont on parle en ce moment, qui gênent l'éducation nationale en France, sont induits par la pression d'émotions et de sensations sans expression concrète, ni dénouement psychoaffectif et psychomoteur. Je vais vous dire un petit mot, je ne sais pas combien de temps. Une minute. J'ai commencé après 10 heures, quand même. Bien après 10 heures. Ah bon. Bon. Donc, voilà. Simplement, ce à quoi on est confronté en ce moment, effectivement, au maximum, ce sont ces nouvelles expériences pathologiques graves, hein, avec des troubles dissociatifs. Ça ne veut pas dire que les écrans sont responsables de ça, mais ça veut dire que ça devient tout compliqué. Et quand on a, par exemple, une jeune fille qui commence une anorexie et qui va sur TikTok, qui va commencer à lui donner des réponses, qui la font glisser progressivement vers une dépression majeure et vers le suicide, voilà, c'est un exemple. Je ne développe pas sa situation, mais c'est aussi d'autres formes, avec ce qu'on appelle, on parle beaucoup en ce moment des états cliniques borderline, qui sont effectivement, les enfants viennent déjà, les adolescents viennent déjà avec leur diagnostic, retrouvés sur le réseau et sur Internet, mais il y a aussi une réalité, effectivement, de cette dysmaturité. Pourquoi dysmaturité? Parce qu'il y a un décalage énorme entre un cœur d'enfant, pour reprendre un cœur d'enfant, et un risque quasiment adulte. Voilà. Cette patiente dont je voulais vous parler, ses parents, elle a 14 ans maintenant, mais à 13 ans, ses parents essaient de venir dormir le copain chez elle, en disant qu'il n'y a pas de problème, sauf que je ne sais pas. Et puis, avec aussi l'apparition de signes autistiques, non pas d'autisme, on va surtout parler des écrans autistes, c'est pas du tout le propos, mais les signes autistiques sont quand même très présents. Juste une minute pour que faire ce qu'il ne faut pas faire déjà, c'est-à-dire renoncer parce que la crise est telle que finalement on ne peut pas le laisser avec leurs écrans. Mais aussi ne pas faire, c'est valoriser l'écran en le transformant en enjeu politique. Si tu n'arrêtes pas, je te retire ton écran. Et donc il devient, comme c'est le principe de la drogue, hein, d'autant désiré que c'est un cas. C'est un problème d'éducation, d'information, d'apprentissage, où les parents doivent prendre conscience qu'ils ont un rôle important à jouer et une grande responsabilité. Mieux vaut une crise, un conflit pour poser un cadre sain et protecteur, plutôt que d'être gentil copain. L'autorité parentale, c'est un amour. C'est une réalité, c'est poser un cadre. Et ça suppose aussi de montrer l'exemple. Proposer ou imposer des expériences de vie réelle. Être à l'écoute, même si c'est difficile d'être à l'écoute. Suivre aussi les recommandations sans anticiper sur l'âge de l'enfant. Mais en même temps, il est difficile de demander aux parents d'être performants face à la politique d'emprise des plateformes qui deviennent des prescripteurs de vie de leurs enfants. J'arrête, il y a encore plein d'éventuellement à dire, mais je laisse la place de l'écoute. Question. Voilà, merci beaucoup. Donc, s'il y a une ou d'autres questions, Marie va passer avec le micro. Ah, on a une idée, alors. J'avance.
C'est les questions. S'il y a pas de questions, on donne encore 5 minutes. Bonjour. Est-ce que si on réserve son enfant vraiment complètement des écrans, mais pas à l'extrême, mais je veux dire en essayant vraiment de le préserver, est-ce que ça peut créer à l'adolescent une envie vraiment extrême de découvrir ça et qu'il soit pire que d'avoir accepté un petit peu d'écran? Je vais vous répondre avec un souvenir avec mes enfants. J'avais pas de télévision, quand mes enfants étaient jeunes, il n'y avait pas de télévision à la maison. Et vers 13 ans, on a craqué, on a pris la télévision. Et en fait, mon grand-fils a filmé la télévision d'ailleurs en effaçant tous les souvenirs de vacances en filmant la télévision. Ça veut dire qu'effectivement, c'était bon, un peu qui pesait, mais il ne s'agit pas d'extraire complètement les enfants, parce qu'en même temps, ils seraient aussi troublés du monde dans lequel ils vivent. La question s'est posée des limites, alors qu'ils sont très variables. Il y a des limites très fortes qui sont posées en France. Enfin, je ne sais pas si ça sera obtenu, mais pas d'écran et pas de réseaux sociaux avant, pas peut-être de smartphone avant l'âge de 15 ans. Moi, je suis plutôt pour dire qu'un accompagnement de qualité et des contraintes et un cadre posé permet à la fois de se familiariser, de les utiliser intelligemment et en même temps d'être protégé par rapport à des contenus pornographiques, violents, etc. Bonjour monsieur. Moi je suis professeur avec des adolescents de 17-18 ans. On parle beaucoup de ça en classe. Moi la question ici, le cadre, oui, mais évidemment ça influe sur notre année. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, le téléphone, on n'arrive pas parfois de choix. C'est un peu la récompense. Parler des cadres de limite. Chez nous, en famille, on a beaucoup de cadres de limite. On a vu aussi que l'on est. Mais punir en enlevant le téléphone, c'est un peu ce qui nous reste, en fait. Donc, c'est vrai que moi, parfois, le temps de téléphone est mis, quand il y a des débordements, quand les points ne sont pas là, quand il y a certaines choses qui ne suivent pas, notre arme suprême, c'est évidemment de l'enlever. C'est vrai qu'il faut éduquer en mettant le cadre, etc. C'est super compliqué, en fait, en tant que parent. Et c'est vrai que notre arme ultime, c'est souvent de dire, par ici, le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire le téléphone en disant, on va apprendre, ça va se réguler, on met le cadre, etc. Bien, de temps en temps, effectivement, il faut priver. C'est vrai que quand on prive, nous, on l'a expérimenté en famille, l'ado est métamorphosé. Pendant 2-3 jours, il fait sa crise, il tape dans les portes, il est un peu indomptable. C'est correct, il est indomptable. Et après 3-4 jours, on a un ado qui est charmantissime, aidant, constructif. Et métamorphosé, et qui, démangé de ce écran, redevient mieux en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève, on sait qu'à plus ou moins long terme, on a quelqu'un qui va vraiment profondément changer. Eh bien, on éduque dans le système, mais c'est pas facile, quoi. Il y a cet ado qu'on ne gère pas, garde ton téléphone et on va t'éduquer avec son téléphone. Quand on voit ce qui se fait sur les réseaux, c'est très compliqué. Voilà, c'était un petit commentaire. Non, c'est vrai, mais le sevrage, il faut qu'il marche pour tout le monde. C'est-à-dire le sevrage pour les parents en tant que. Déjà. Et en plus, mais vous savez bien ce qui passe, vous l'avez vécu certainement à l'adolescence, de quelque chose, c'est d'autant plus désir. Donc, des bases sont posées. Par exemple, le téléphone est rangé à partir de 21h. Enfin, c'est une règle qui peut être posée. Je prends cet exemple parce que c'est souvent ce que posent les familles. Mais ça, on ne transige pas là-dessus. Même si elle le dit, on ne transige pas là-dessus. Si on a posé cette base-là. Mais
si, ça doit être respecté. Si ce n'est pas respecté, effectivement, il n'y a plus de téléphone. Mais ce n'est pas une privation, c'est à un moment donné l'engagement dans lequel on est. Mais par contre, je sais bien que ce n'est pas facile. Mais la question, c'est de ne pas se laisser impressionner par une crise, mais aussi de ne pas provoquer une crise en utilisant justement le téléphone comme une arme. Ça ne peut pas être une arme, c'est une arme qui se retourne contre nous. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il va être d'autant plus addictif, quoi. Donc, poser un cadre, ça, c'est quelque chose auquel on ne s'en fiche pas. Effectivement, je pense par exemple à ce qui se négocie pour les parents quand un enfant, pour une raison X, a débordé de son temps, simplement le lendemain, le temps est réduit. Voilà, ou des choses comme ça qui peuvent s'ajuster. Ça, c'est de la négociation, c'est pas pareil. C'est pas de la privation. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une arme de punition. Sinon, on se piège complètement. Moi, j'ai une question naïve à poser. Je suis passionné de cinéma. Et donc, je peux vous témoigner que j'ai passé du temps avec les enfants à regarder des films. Alors, des films pour eux, bien sûr, j'ai choisi. Mais ça suscite aussi un dialogue après. Alors, je vais citer l'exemple, par exemple, le magnifique film de Bénur. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous l'ont vu. Moi, c'était un départ de dialogue avec les enfants. Je pense aussi à ce film Mission, qui est un film sur les jésuites dans l'Amérique du Sud du XVIIe siècle. Donc, il y a plein de trucs à dire. Et ça a été aussi pour moi un départ de dialogue sur des événements et des films qui sont au fond à thème. Alors, là, j'ai un adolescent qui a 15 ans, et je lui ai montré Mon nom et personne. C'est un film très, très intéressant sur la compétition entre un homme adulte et un jeune homme. Et au fond, sur le thème du dépassement de soi et de la construction de son propre idéal. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un biais est-ce que ça peut constituer une alternative pour dire, écoute, je te mets ton écran, mais viens, on va faire une séance de cinéma ensemble, on parlera après. Et est-ce que ça peut être là une alternative constructive intéressante? Non, c'est vivre ensemble et agir ensemble. C'est-à-dire que c'est pas de laisser un enfant dans sa coque fermée, autistique, avec son écran sur lequel il scrolle, et de faire, de vivre quelque chose ensemble, que ce soit le cinéma, un concert, etc. C'est justement, on touche là la question de l'engagement des parents sur rapport à l'enfant. Et on touche aussi la façon dont les parents, parfois, sont sur leurs écrans, ou beaucoup pour les professionnels, mais aussi pour plein de choses, et qui n'ont plus le temps, pour les enfants, ce que fait Facebook, et ben, c'est quelque chose de rare. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions.